Bienvenue sur la chaîne YouTube de SIS Radio. Merci de vous abonner. Activez la clochette pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Lâchez votre pouce bleu et les commentaires, on adore ça. Claude Moniquet, la phrase qui fait polémique pour l'instant, c'est Emmanuel Macron qui dit « Il ne faut pas humilier la Russie ». Et c'est amusant parce que toutes les partis politiques françaises, que ce soit la droite, la gauche, Le Pen, Mélenchon, toutes disent la même chose. Est-ce une façon, en interne, de se mettre d'accord par rapport à l'opinion publique française, qui, elle, en a peut-être un petit peu assez de cette tension au niveau des prix, au niveau de la crise alimentaire, et de les rassurer sur le fait qu'on est d'accord de calmer Poutine? Non, j'ai pas l'impression. Je crois que c'est plus l'ensemble des partis qui effectivement se retrouvent sur une ligne médiane qui est assez classique en France, qui est une ligne... la France est du côté occidental, clairement. La France soutient l'Ukraine, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la France veut marquer son indépendance par rapport aux États-Unis, par rapport à la Grande-Bretagne, et parler de sa propre voix. C'est plus ça, j'ai l'impression. Une espèce de réminiscence gaulliste, gaulienne, qui est peut-être pas très bienvenue, d'ailleurs, en l'occurrence, dans le contexte actuel, mais qui correspond à une longue tradition française. Mais qui met mal à l'aise les Ukrainiens, qui disent tout simplement l'humiliation, nous ne savons pas ce que c'est, par contre on sait très bien ce que c'est de recevoir une bombe. Alors je pense qu'on a beaucoup glosé sur cette phrase et qu'on l'a quand même beaucoup sorti de son contexte. D'abord, le président n'a pas dit qu'il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine, il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Premier point. Deuxième point, on peut polémiquer après sur les armes qui ont été livrées, pas livrées, sur la quantité, les Polonais livrent plus, mais enfin les Polonais ils sont juste à la frontière de l'Ukraine, leur sensibilité est certainement très différente. On ne peut pas nier que la France soutient depuis le début l'Ukraine. On ne peut pas nier que la France a joué un rôle instrumental, décisif, dans l'adoption des 6 paquets de sanctions par l'Union européenne. Donc le soutien, il est là. Maintenant, effectivement, ce que dit Paris, mais c'est peut-être maladroit de le dire comme ça et de le dire aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y a 2 manières de sortir d'une guerre. Soit par l'écrasement et la capitulation d'un des 2 adversaires, ce ne sera pas le cas, ni les Ukrainiens ne vont capituler, ni les Russes ne vont capituler, soit par la négociation. Donc à un moment donné, il faudra que que les Ukrainiens, les Russes et d'autres, parce qu'ils ne pourront pas être en tête-à-tête, s'asseyent autour d'une table et discutent. Et à partir de ce moment-là, ceux qui ont traité Vladimir Poutine de criminel de guerre, même s'il l'est, hein, je n'ai pas de doute là-dessus moi personnellement, seront peut-être pas les mieux placés pour jouer les intermédiaires. Maintenant, je comprends tout à fait que dans ce contexte, ça puisse choquer les Ukrainiens. Oui, surtout que nous, de notre côté, en Europe, on a évidemment accepté cette politique pro-ukrainienne, et c'est normal, mais les conséquences sont en train d'arriver à peine maintenant, et la question que tout le monde se pose, jusqu'à quel point est-ce que les Européens vont accepter? Je pense qu'on n'a pas le choix. Pour des raisons qui sont à la fois des raisons stratégiques, pour des raisons éthiques, évidemment, on n'a absolument pas le choix. On a pris, et je pense que c'est tout à fait juste, on a pris le parti de l'Ukraine, qui était la partie agressée dans cette guerre, parce que contrairement à ce que disent des gens qui viennent nous raconter que depuis 2014, on a tué des millions de personnes dans le Donbass, ou 14 000, c'est le chiffre qu'ils avancent un peu. Mais ce qui est certain, c'est que depuis 2014, il y a une guerre civile entre 2014, les pro-russes et les Ukrainiens. J'appellerais pas ça une guerre civile. Ou l'erreur est peut-être là. J'appellerais pas ça une guerre civile. Depuis 2014, il y a une rébellion armée dans une province ukrainienne qui s'appelle le Donbass, soutenue par une puissance étrangère qui est la Russie, qui la soutient par l'argent, par les armes et par des combattants. Mais de l'autre côté, les Américains, les Canadiens, les Britanniques ont armé l'armée ukrainienne aussi depuis 2014. Ils ont armé un État qui se défend contre une agression extérieure. Parce que l'agression russe, elle dure depuis 2014. Rappelez-vous l'histoire du Boeing malaisien qui a été abattu, il y a 250 civils tués. Ce sont des soldats russes manœuvrant au Donbass ukrainien occupé par les autonomistes, des canons russes qui l'ont abattu. Ça, c'est une réalité. Ce sont les Russes qui ont monté depuis le début toute cette affaire, comme quand ils ont annexé la Crimée. Donc on a pris le parti depuis le début de la partie agressée, l'Ukraine, et je crois que c'était totalement normal. Et je ne pense pas qu'on puisse arrêter ce soutien à la fois pour des raisons éthiques, parce qu'évidemment, depuis le 24 février, les choses se sont largement aggravées, avec l'agression sur l'ensemble du pays, et puis aussi parce que, donc si on continue dans ce sens-là, à un moment donné,
je ne pense pas, moi, que Poutine ait vraiment envie d'aller plus loin. Mais il pourrait se dire, après tout, pourquoi pas la Géorgie, l'Abkhazie, pourquoi pas la Moldavie, pourquoi pas un ancien pays balte. Il y a plein de limites. Donc, à un moment donné, il faut lui rappeler... Mais pas pourquoi pas la Pologne. Ça me semble, s'attaquer à la Pologne, ce serait s'attaquer directement à l'OTAN. S'attaquer aux pays baltes aussi, d'ailleurs. Mais il pourrait, en tout cas, à l'intérieur de l'ancien empire soviétique, il pourrait s'attaquer, ou penser pouvoir s'attaquer à la Géorgie et à la Moldavie. Donc il faut le calmer. Il faut faire en sorte, effectivement, et là les Américains, les Anglais ont raison, il faut faire en sorte que dans les décennies à venir, la Russie, j'allais dire l'URSS, la Russie n'ait plus la tentation de se lancer dans une aventure militaire parce qu'elle connaît le prix à payer. Alors, le prix à payer, pour l'instant, c'est quand même les pays riches qui le payent, puisque le pétrole explose, le gaz explose, la crise alimentaire ne fait que commencer. D'ailleurs, on s'aperçoit aussi que la Russie l'avait méchamment anticipé, cette crise alimentaire, puisqu'elle a produit depuis 5-6 ans énormément de blé pour pouvoir, justement, quelque part, prendre en otage et l'Afrique et l'Occident. Alors, je pense que c'est d'abord les pays pauvres, c'est les pays en voie de développement qui paient pour le moment, parce qu'effectivement, ces pays sont extrêmement dépendants, entre autres l'Égypte par exemple, mais pas seulement, sont extrêmement dépendants des livraisons de blé qui venaient d'Ukraine et de Russie. Alors, savoir s'il y a une préméditation jusqu'à cette question du blé, je ne peux pas y répondre. Que l'agression de l'Ukraine par la Russie était largement préméditée depuis des années, oui, c'est évident. Ça, je pense que le doute n'est pas permis. Alors, effectivement, nous, en Europe, nous payons parce que les prix augmentent, parce que on a une inflation qui est entre 6 et 7-8%, parce qu'on va avoir une chute des revenus du produit intérieur brut qui va être assez massive, certainement en 2022, et donc ça peut d'abord ça crée des problèmes sociaux évidents, et deuxièmement ça peut créer plus tard par ricochet des troubles sociaux. C'est pour ça que notre intérêt, c'est aussi que cette guerre soit malgré tout la plus courte possible. Si on part pour une guerre qui dure 2, 3, 4 ans, ce que j'ai un peu de mal à imaginer quand même, étant donné ce qui se passe sur le terrain, là, on aura vraiment des problèmes. Ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être des positions gelées qui, quelque part, gèlent la guerre. C'est-à-dire une guerre qui ne se poursuit pas d'une façon intense, mais qui reste figée. C'est une des possibilités, c'est l'hypothèse 14-18, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'enterre, on reste... Chacun sur ses positions. On reste chacun sur ses positions et on peut attendre dans son trou 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça ne réglera pas le problème. Tant qu'on restera dans cette situation, les sanctions resteront. Donc l'effet des sanctions continuera. Il faut à un moment donné que cette guerre s'arrête. Il faut qu'elle s'arrête clairement par un retrait russe et un arrêt de l'agression russe. Alors après, il faudra discuter de la Crimée et du Donbass. Ça va être très compliqué. Mais les sanctions ne pourront pas être levées avant. Et donc les effets des sanctions continueront. D'accord, ce qui nous ramène au début de cette vidéo où, en effet, la phrase d'Emmanuel Macron prend tout son sens dans une logique de réel politique où il faut toujours imaginer la fin de la guerre et le début de la discussion. Avec, de nouveau, cette réserve, est-ce que les mots étaient bien choisis? Je n'en suis pas persuadé. Est-ce que c'était le moment de le dire? Je n'en suis pas persuadé. Et puis quelque chose que les Ukrainiens manifestement reprochent davantage à Macron, à M. Macron, au président, que cette phrase, c'est, je crois, le fait qu'il n'ait pas trouvé le temps dans son agenda, qu'on imagine très chargé, mais qu'il n'ait pas trouvé le temps de se rendre en Ukraine. En tant que président. En tant que président, d'une part de la France et d'autre part de l'Union européenne. De l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dommageable Et vous ne pensez pas que c'était une volonté de ne pas représenter justement l'Europe à Kiev? Alors, si c'est une volonté, ça traduit une incompréhension totale de ce qui se passe. Je pense que le président est quand même assez intelligent pour comprendre ce qui se passe. J'entendais un commentateur dire il y a quelques jours sur une chaîne française qu'il n'avait pas le sens du tragique de l'histoire. Et effectivement, peut-être que tout ce qui se passe en Europe de l'Est et ce rapport extrêmement compliqué entre les Ukrainiens et les Russes, mais aussi entre les Roumains, les Polonais, les Bulgares, les Tchèques et les Russes, qui eux ont été occupés, qui ont souffert sous le joug soviétique pendant des dizaines d'années. Il y aurait deux visions. La vision de ceux qui n'ont pas eu à subir le bloc soviétique et les autres. Il n'y a pas eu le bloc soviétique et puis avant la Russie tsariste, qui n'était pas tendre non plus pour les pays vassaux. Effectivement, ça échappe probablement au président. Et c'est dommage parce qu'il était à la possibilité, pendant tout un moment, il a vraiment été à la limite de pouvoir jouer un rôle historique, je pense. Il a échoué. Il a perdu la main?
En tout cas, il n'a pas la main pour le moment. Pour le moment, la main est en combattant et à ceux qui aident les combattants. Après, on verra. Mais après, il y aura toute une série de frustrations et de problèmes. D'accord. Psychologiques. Peut-être que la main est du côté de la Turquie, chez Erdogan, et nous en parlerons très probablement lors de la prochaine vidéo, puisqu'il se passe évidemment toujours des choses. Laissez-nous vos commentaires, on adore ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.